Parfait, vous m'entendez bien? Super. Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans ce webinaire en français. Donc ça fait assez plaisir en fait de travailler un petit peu en français, de faire un peu cette présentation en français. Donc bienvenue à tout le monde. Je vais vous partager mon écran. Alors, parfait. Partage d'écran. Super. Alors, parfait. Et on va mettre le chat ici à côté. Cyprien Berthier, oui, ça fonctionne. Super. Super. Alors, bienvenue pour tout le monde. Bienvenue pour ceux qui nous rejoignent. Donc, le but de ce webinaire, c'est vraiment de le faire pour les arrivants français qui ne connaissent pas forcément comment fonctionne le marché immobilier au Canada. Donc, on va parler dans un premier temps des différences entre la France et le Canada quand on veut acheter. Qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce qui est différent. Après, on va passer au travers un petit peu des requirements, c'est-à-dire en termes de visa. C'est quoi la différence si on a un visa, permanence, résidence ou citoyenneté. Après ça, quel est le processus pour acheter? Donc, comment avoir accès au listing, aux propriétés, comment fonctionne une offre, comment est-ce qu'on négocie, qu'est-ce qui se passe une fois que l'offre est acceptée. Donc, on va essayer de respecter l'heure. Donc, là, il est 18 heures. Le but, c'est de terminer à 19 heures. Beaucoup d'informations, on n'a pas beaucoup de temps. Si jamais vous avez des questions, si vous voulez qu'on fasse un plan personnel pour vous, je vais vous envoyer le lien. Vous pouvez aussi me contacter par email ou sur les réseaux sociaux. Mais on peut faire un appel, juste moi et vous, si vous voulez qu'on passe au travers de votre plan personnel. Alors, donc, le titre de cette présentation, c'est « S'éduquer en immobilier pour bien acheter ». Et donc, c'est vraiment le côté primordial, s'éduquer. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si on fait une bonne affaire, si on n'a pas regardé avant ça des dizaines de deals qui se sont passés. Et c'est difficile de voir la valeur d'une propriété si on ne sait pas quelles sont les autres. Donc, en fait, l'éducation, c'est ce qui va permettre de pouvoir prendre des bonnes ou des mauvaises décisions. Et c'est ça mon but avec vous aujourd'hui. Donc, ce qu'on va parler, premièrement, on va parler du financement. Comment obtenir le financement, quels sont les taux actuels, qu'est-ce qu'on s'attend qui va arriver en 2022 par rapport au taux d'intérêt. Après, on va parler du marché immobilier. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le marché immobilier aujourd'hui? Je suis sûr que vous avez vu beaucoup de nouvelles d'actualité qui parlent un petit peu des prix qui n'arrêtent pas d'augmenter. Donc, on va un petit peu parler du marché immobilier et puis qu'est-ce que ça veut dire pour vous en tant qu'acheteur si vous voulez acheter aujourd'hui. Je vais vous parler un petit peu de moi et de mon équipe. Et puis, après, comment est-ce que ça fonctionne pour faire des visites, trouver la propriété, faire une offre et puis emménager. Alors, pour m'introduire brièvement, donc moi je m'appelle Thomas, je suis agent immobilier ici à Toronto avec Royal Lepage Signature. J'ai aussi créé ma boîte de gestion immobilière Thomadel, d'abord à Montréal en 2015, puis aussi à Toronto. On est aussi à Hamilton. Et donc, j'ai été nominé pour le prix entrepreneur de l'année en 2019 avec le Club canadien. Et puis, j'ai pas mal eu de prix avec Royal Lepage également. Donc, je suis agent immobilier. C'est en cette qualité-là que je vais faire la présentation aujourd'hui. Donc, ma philosophie, c'est d'éduquer mes clients sur comment prendre des bonnes décisions, travailler sans répit pour trouver et négocier votre futur chez vous. C'est un marché aujourd'hui qui est extrêmement rapide. Il y a des propriétés qui se vendent en une journée, 2 journées. Donc, mon but, c'est d'être extrêmement réactif pour obtenir les meilleurs deals et les propriétés que mes clients veulent. Donc, on prend des initiatives pour avoir des deals que vous ne pourrez pas avoir ailleurs. Par exemple, j'ai déjà fait des visites à 11 h le soir, des offres à 3 h du matin pour avoir notre offre acceptée avant qu'il y en ait d'autres qui arrivent. Donc, c'est des choses qu'on fait. Et on a de l'empathie pour avoir une solution qui fonctionne pour vous. À la fin de la journée, les relations sont plus importantes que les transactions. La plupart de mes business viennent des referrals et donc c'est vraiment pour ça que je travaille. Donc là, je vais parler rapidement de ce qui est similaire et ce qui est différent avec la France. Alors, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. C'est vraiment une conversation. Même si on est beaucoup là, n'hésitez pas à poser des questions et puis ça me fera plaisir d'y répondre. Alors, on va agrandir un petit peu l'écran ici. Et donc, cette présentation, je vais vous l'envoyer par email et puis il y aura aussi un recording, un enregistrement de cette présentation qui sera aussi disponible.
Alors, qu'est-ce qui est différent avec la France? Premièrement, c'est le MLS. Donc, le MLS, c'est Multiple Listing Service. Et en fait, ce que c'est que c'est une base de données commune pour tous les agents immobiliers en Ontario. En France, si par exemple vous voulez visiter une tour d'immeuble, des fois vous devez passer par 4 agences différentes parce que chaque agence a ses propres listings exclusifs, hein. Et donc, si vous voulez tout voir, vous devez passer par plusieurs agences. Ici au Canada et même aux États-Unis, tous les agents immobiliers travaillent ensemble. Donc, il y a le propriétaire qui va avoir son agent immobilier et puis il y a le locataire ou l'acheteur qui va avoir son agent immobilier. Et donc, les agents immobiliers travaillent entre eux. C'est la même base de données. Quand l'agent immobilier du vendeur veut mettre le bien en vente, il le met sur le MLS et tous les agents immobiliers ont accès à ça. Donc, c'est beaucoup plus collaboratif. Ce que ça veut dire pour vous, c'est que si vous êtes prêt à visiter ou à aller de l'avant, choisissez un agent immobilier en qui vous avez confiance et puis cette personne-là va pouvoir vous montrer tous les biens qui sont disponibles sur le MLS. Donc, pas besoin de passer par plusieurs agents. Deuxième chose, c'est quand on veut acheter ici au Canada, ça va être soit le statut avec lequel on achète. Donc, il y a souvent 3 statuts. Donc, ça peut être un visa de travail qui peut être soit un PVT, soit un VIE, soit l'APA, donc qui est la résidence permanente, ou soit la citoyenneté. Alors, ils ont introduit une loi assez récemment qui dit que seuls les résidents au Canada, donc les personnes qui ont la résidence permanente ou les citoyens, peuvent acheter au Canada sans avoir à payer une taxe supplémentaire. Donc, si vous avez un visa de travail, vous allez devoir payer 15% de taxes en plus par rapport à votre prix d'achat. Dans certaines conditions, si vous obtenez la résidence permanente, peu de temps après, vous pouvez récupérer ces 15%. Mais là, je vous invite à parler avec un avocat ou un comptable parce qu'il y a pas mal de modalités par rapport à ça. La différence aussi par rapport à la France, c'est qu'ici au Canada, il n'y a pas de notaire. C'est-à-dire que toutes les transactions immobilières passent par des avocats. Donc, il y a l'avocat du vendeur et l'avocat de l'acheteur. Et en fait, c'est l'avocat qui va faire le transfert de titre, vérifier que le propriétaire, c'est bien lui le propriétaire, transférer la propriété du vendeur à l'acheteur et transférer l'argent de la banque et de l'acheteur vers le vendeur. Les frais d'avocat sont d'environ 1 500–2 000 $, donc c'est beaucoup moins cher qu'un notaire. Par contre, et on va le voir à la fin, il y a des frais de Land Transfer Tax, qui sont des taxes que vous allez payer une seule fois au moment de l'achat. Alors, l'importance de se faire préapprouver pour faire un emprunt hypothécaire. Alors, une petite faute d'orthographe ici. Donc, de se faire préapprouver, c'est de parler à un conseiller hypothécaire qui va regarder un petit peu quelle est votre situation financière personnelle et va pouvoir donc vous dire, nous, on est capable de vous prêter tel montant à tel taux d'intérêt. Et donc, en fait, c'est vraiment important de le faire quand on est acheteur parce que, premièrement, ça va vous donner une idée de ce que vous pouvez acheter et avec quel budget vous pouvez travailler. Alors, généralement, les banques vont vouloir que vous mettez 20% de down payment, donc 20% de mise de fonds, et la banque va vous prêter 80%. Ils vont regarder donc à votre revenu et voir un petit peu combien ils peuvent vous prêter. De manière générale, ils vont prendre votre revenu brut et le multiplier par 4 ou 5. Alors, encore une fois, parlez à un mortgage broker parce que selon votre situation, ça ne va pas être exactement les mêmes ratios. Par exemple, moi qui suis agent immobilier, je suis payé donc à la commission et donc les banques vont me prêter un petit peu moins que si par exemple j'étais un employé du gouvernement parce qu'ils estiment que c'est plus stable. Donc parlez à un mortgage broker et lui va pouvoir vous proposer un petit peu des options. Si jamais vous avez des mortgage brokers que vous connaissez, vous pouvez aller avec eux. Si jamais vous avez besoin de recommandations, moi je peux vous faire des recommandations de mortgage brokers avec qui j'ai confiance et l'habitude de travailler. Et là, vous allez pouvoir commencer votre dossier d'application. Donc, votre dossier d'application, ça va être copie de votre visa ou de votre citoyenneté si vous êtes citoyen ou de PA. Ça va être les revenus, les preuves d'emploi. Donc, ça peut être des pay stubs, ça peut être les employment letters. Et encore une fois, dépendamment de votre situation, ils vont vous demander des documents. Ils vont aussi vouloir savoir d'où vient la mise de fonds. Donc, la mise de fonds, comme je vous ai dit tantôt, c'est généralement 20%. Par contre, c'est possible de mettre aussi peu que 5%. Mais entre les 5% et les 20%, donc la 15% de différence, vous devez passer par une autre institution, donc par exemple CMHC,
qui, elle, va vous prêter la différence. Par contre, vous allez devoir payer une prime sur ces 15% de différence. La banque va aussi vouloir savoir d'où vient la mise de fonds. Donc, si vous êtes français, très probablement que vous avez de l'argent en France que vous voulez rapatrier ici. Ça se peut qu'ils vous demandent plusieurs choses. Premièrement, des fois, ils peuvent vous demander que l'argent soit sur un compte canadien pendant au moins 3 mois avant que vous l'utilisiez comme mise de fonds. Il y a pas mal de réglementations en fait, qui ont été mises en place pour éviter le blanchiment d'argent et c'est pour ça qu'ils veulent tracer un petit peu l'origine des fonds. Si par exemple, c'est des fonds qui viennent de votre compte en banque en France, ça se peut qu'ils demandent une lettre de la banque en France qui confirme que l'argent vient bien de votre compte. Ils peuvent aussi demander combien de temps l'argent est dessus ou d'où vient l'argent. Si jamais c'est de l'argent qui vient de votre famille immédiate, ça se peut qu'ils vous demandent aussi une lettre qui dit, ben voilà, je suis le père de Thomas et puis c'est moi qui lui ai envoyé 100 000 euros. Donc, bien attention à ça et essayez de rapatrier votre argent le plus tôt possible parce que ce n'est pas forcément des choses qu'on s'attend de devoir laisser l'argent 3 mois avant de faire une opération. Une fois que vous allez avoir votre lettre de préapprobation, ça va être un outil de négociation qui va être assez utile et assez puissant pour vous en tant qu'acheteur. Comme on le va voir par la suite, on est vraiment dans un marché d'acheteurs et d'avoir une lettre de préopération, de savoir combien vous pouvez emprunter, ça peut vous permettre d'enlever la condition de financement quand vous faites une offre. Et de faire une offre sans condition de financement, ça va rendre votre offre beaucoup meilleure, comme on va le voir par la suite. Donc, si vous êtes besoin d'un mortgage broker, j'ai mis les coordonnées de Faïd, qui est à Scotiabank. Je connais aussi des mortgage brokers qui sont francophones, si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Alors, Sarah demande 1 500, 2 000 $ de frais. Je n'ai pas capté. Alors, pour revenir ici, donc les frais, ça, c'est les frais de l'avocat qui vont être d'environ 1 500 à 2 000 $ et ça va être à la fin de votre transaction. On va voir tout à la fin, j'ai un tableau qui va récapituler un petit peu les frais, donc on pourra regarder ça plus en détail. J'espère que ça répond à ta question, Sarah. Alors, comprendre le marché actuel. Oui, super, merci. Parfait. Donc, quand vous êtes un acheteur, ce que vous voulez faire avant d'acheter, c'est de comprendre un petit peu le marché dans lequel vous allez acheter. C'est toujours difficile de timer le marché immobilier. Le marché, ce n'est pas une ligne droite. Ça va monter, ça va descendre. Je peux vous montrer ici. Alors, donc là, par exemple, comme vous pouvez voir ici, ça, c'est la moyenne sur les 10 dernières années. Mais comme vous voyez, des fois, ça monte, des fois, ça descend. Donc, c'est difficile de timer le marché immobilier, mais c'est toujours important en tant qu'acheteur de savoir dans quel marché on est à l'heure actuelle et d'essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que ça veut dire pour vous, acheteurs, aujourd'hui et comment peut s'orienter le marché dans les mois et dans les années à venir. Donc, il y a un critère qui est intéressant de regarder, ça va être le mois d'inventaire. Donc, le mois d'inventaire, c'est le nombre de listings actifs divisé par les ventes qui sont récentes. Et donc, en fait, un marché qui est équilibré, ça va être un marché qui va être entre 4 et 6 mois. De 0 à 4 mois d'inventaire, c'est un marché de vendeurs forts. Et au-dessus de 6 mois d'inventaire, c'est un marché d'acheteurs. Donc là, à Toronto, pour vous montrer rapidement, on est à peu près à 0,8 mois d'inventaire. Donc, on est sur un marché de vendeurs extrêmement fort. 0,8 mois d'inventaire, donc ça veut dire moins qu'un mois. Ça veut dire que s'il n'y avait pas de nouveaux listings aujourd'hui, ça prendrait environ 3 semaines et demie pour vendre tous les listings qui sont disponibles. Ce que ça veut dire pour vous, si on est sur un marché de vendeurs, c'est que en tant qu'acheteur, c'est extrêmement compétitif. Alors, je vois Stéphane qui pose une question. Comment on obtient une lettre de préapprobation? Donc, ça, c'est votre mortgage broker qui va vous la faire. Donc, votre conseiller hypothécaire, une fois que vous avez commencé, que vous avez fait votre dossier d'application avec lui, que vous lui avez donné donc, les papiers pour que lui puisse faire une application, à la fin, il va vous dire, voilà, basé sur vos revenus, basé sur la mise de fonds et votre situation et la mise de fonds et de votre crédit score aussi, si vous en avez un, on va vous donner une lettre d'approbation, par exemple, de 500 000. Si vous avez une mise de fonds de 100 000, ça veut dire que vous avez 500 plus 100, vous pouvez regarder des condos dans les 600 000.
Donc, c'est vraiment la banque ou le mortgage broker qui va vous donner la lettre de préapprobation. Donc, il faut parler à un mortgage broker. J'espère que ça répond à ta question, Steven. Merci pour la question. Alors, donc pour revenir, donc le mois d'inventaire. Donc là, on est sur 0,8 mois d'inventaire. Il y a d'autres statistiques qui sont intéressantes, par exemple Days on Market. Donc ça veut dire combien de temps met une propriété avant de se vendre en moyenne. Donc je vais vous montrer un petit peu des statistiques après, puis on va regarder ça en détail. Et une autre statistique qui est intéressante aussi, c'est la moyenne entre le ask to sell ratio. C'est le ratio entre le prix de vente dans lequel il a été mis, donc le prix de mise en vente et le prix final. Dans un marché qui est un marché de vendeurs, souvent, ce qu'on va voir, c'est des bidding wars. C'est-à-dire que le vendeur va mettre sa propriété beaucoup moins cher que le prix réel. C'est-à-dire que si les propriétés équivalentes se vendent à 1 million, lui va le mettre à 800 000. Pas parce qu'il va accepter une offre à 800 000, mais en fait, il veut avoir un maximum de gens qui viennent visiter, un maximum de gens qui font des offres, et en fait, il va mettre ce qu'on appelle une offer date. Il va mettre une date à laquelle il va accepter et revoir les offres. Et souvent, il va y avoir plusieurs offres. Donc, par exemple, en ce moment, des fois, je vois des choses entre 3 offres et 12 offres à Toronto. Et donc, il va recevoir 12 offres en même temps. Et donc, c'est ce qu'on appelle une situation d'enchère. Et dans ce cas d'enchère, souvent, le sell ratio va être beaucoup plus élevé que le ask ratio. Alors, Jean-Renaud, salut Jean-Renaud. Pouvons-nous faire marcher la concurrence des banques sans broker? Oui, alors c'est une très bonne question. Effectivement, donc faire une demande de préapprobation avec, avec un mortgage broker, c'est gratuit pour vous. Donc, vous n'avez pas d'engagement quand vous demandez à un mortgage broker d'avoir une approbation. Et effectivement, ça peut valoir le coup de parler à plusieurs mortgage brokers pour voir quelles sont leurs conditions. Alors, les mortgage brokers, il y a 2 types de mortgage brokers. Il va y avoir les mortgage brokers qui travaillent exclusivement avec une banque. En fait, c'est des employés de la banque. Donc, par exemple, Scotiabank va avoir ses mortgage brokers, TD va avoir ses mortgage brokers. Et on a aussi des indépendants. Donc, c'est quelqu'un qui, lui, va magasiner à plusieurs banques pour vous. Donc, si par exemple, vous, de vous-même, vous voulez parler à plusieurs mortgage brokers, chaque fois, vous allez devoir refaire un dossier, que ce soit avec TD, avec Scotiabank, vous allez devoir refaire le dossier. Mais si vous passez avec un mortgage broker indépendant, lui va pouvoir magasiner à plusieurs banques. Alors, la question qu'on pose souvent, du coup, c'est est-ce que c'est plus avantageux de travailler avec un mortgage broker d'une banque ou de travailler avec un indépendant ou de faire plusieurs applications? Moi, ce que je vous dirais, c'est si vous n'êtes pas sûr, essayez de parler à plusieurs banques pour avoir plusieurs taux et voir quelles sont les conditions. Dépendamment de l'année et puis de chaque banque, il y a des banques qui vont être plus agressives sur les taux. Par exemple, Scotiabank est plutôt bon sur les taux en ce moment et puis combien vous vont prêter. Alors que HSBC, c'est quand même, on dirait, les mortgages, ils n'en veulent pas trop. Et donc, du coup, ils ne font pas d'efforts. Ils mettent longtemps à répondre et les taux ne sont pas excellents. Donc, je vous dirais, faites plusieurs applications, regardez ce qui va. Il n'y a pas que le taux d'intérêt. Quand vous regardez un mortgage broker, évidemment, le taux d'intérêt, c'est extrêmement important. Mais regardez aussi les conditions comme si vous faites un remboursement anticipé. C'est quoi les pénalités par rapport à ça? La vitesse à laquelle le mortgage broker va vous répondre. Ça, c'est extrêmement important. Il y a des mortgage brokers qui sont capables de vous donner un approval en 3 jours. Il y en a qui vont prendre 2 semaines. Si vous êtes un acheteur et puis que vous trouvez la maison parfaite ou le condo parfait et puis que vous le voulez tout de suite, si quelqu'un vous dit 3 jours, c'est nickel, vous pouvez l'avoir. Mais si vous dit 2 semaines, en fait, ça va vous passer sous le nez. Donc ça, c'est aussi des critères qui sont importants de regarder. J'espère que ça répond à ta question, Jean-Renaud. Alors, Cyprien Berthier demande, est-ce que le credit score est important? Est-ce possible d'emprunter plus que 80%? Alors oui, le credit score est important. Alors, le credit score, si vous n'êtes pas habitué ou si vous êtes des nouveaux arrivants, en fait, ça va montrer votre capacité de remboursement à l'heure et ça va montrer si vous payez en retard ou pas vos factures. Donc, vous construisez votre credit score en remboursant votre carte de crédit à l'heure, en payant vos factures de téléphone à l'heure. Tout ce qui a trait à la carte de crédit, ça va impacter votre credit score. Il y a d'autres facteurs qui sont aussi importants. Par exemple, combien d'applications vous allez faire. Si par exemple, vous appliquez pour 20 cartes de crédit ou 20 emprunts dans un délai de 1 mois, là, ça va affecter votre credit score négativement parce que les banques vont dire, attends, là, s'ils demandent de l'argent partout, on va peut-être faire attention avant de lui prêter.
Ça prend du temps à construire un crédit score. Donc, si vous êtes français, à partir du moment où vous avez un forfait téléphonique, ça commence à faire votre crédit score et aussi votre carte de crédit. Prenez une carte de crédit si vous n'avez pas encore le plus tôt possible. Faites en sorte de la rembourser rapidement. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que j'ai dit à ma banque, prenez l'argent automatiquement de mon compte dès qu'il faut rembourser la carte de crédit. Ce n'est pas fait par défaut, mais vous pouvez activer cette option-là. Comme ça, vous remboursez toujours à l'heure et vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Et est-ce que c'est possible d'emprunter plus que 80%? Oui, vous pouvez emprunter jusqu'à 95%. Mais comme j'expliquais tantôt, vous allez devoir prendre une assurance supplémentaire pour les 15% de différence entre 5% et 20%. Et donc, vous allez avoir des frais supplémentaires par rapport à ça. Et pour emprunter, souvent, vous allez devoir payard ou citoyen. J'espère que ça répond à vos questions. Merci pour ces questions. Alors, donc ça, on en a parlé. Maintenant, comprendre le marché. Alors, le prix moyen ici dans le GTA est de quasiment 1,1 million, en hausse de 17,2% par rapport à l'année dernière. Pour les condos, le prix moyen est de 703 000 et qui est en augmentation de 13% par rapport à l'année dernière. Alors, je vais vous montrer un peu ces slides-là qui sont un petit peu plus profonds. Donc, encore une fois, beaucoup d'informations, pas beaucoup de temps. Si vous venez de rejoindre, si vous voulez qu'on parle de votre situation, qu'on planifie pour vous, pour votre projet, n'hésitez pas à me contacter, puis ça me fera plaisir de faire ça avec vous directement. Alors, ce que je voulais vous montrer ici, c'est l'impact du Covid sur le marché immobilier et la différence entre différents types de biens. Alors, à Toronto, le confinement a commencé la deuxième semaine de mars, et donc 2020. Et donc là, vous pouvez voir en mars 2020, donc on était sur un marché qui était assez porteur, on était sur un début d'année extrêmement fort, avec les condos en bleu qui étaient à plus 18-19%. Et une fois qu'on a annoncé le confinement, tout le monde a dit « Oula, il y a le Covid, attention ». Donc là, tout le monde a eu peur. Tout le monde a arrêté d'acheter et de vendre de l'immobilier. On était tous enfermés, les bureaux étaient fermés. Et du coup, ce que ça a eu comme impact, c'est que ça a fait chuter les prix immobiliers. C'est-à-dire que les vendeurs qui étaient obligés de vendre, ils ont dû vendre à ceux qui voulaient acheter. Comme il y avait beaucoup moins d'acheteurs, les prix ont baissé. Par contre, ce qui s'est passé après, c'est que la Banque fédérale du Canada a baissé ses taux d'intérêt. Donc, avant, on empruntait environ à 2,7%. Et assez rapidement, la Banque fédérale a dit « Attention, on ne veut pas que l'économie chute. On va donner de l'argent accessible aux ménages par des taux d'intérêt faibles. » Et du coup, là, on pouvait emprunter aussi faiblement que 1,4%. Du coup, ce que ça a fait, c'est que, et aussi on a appris à vivre avec le Covid, mais du coup, ce que ça a fait, c'est que les gens avaient un pouvoir d'achat plus élevé pour acheter des biens immobiliers. Si par exemple, avant, quelqu'un qualifiait pour acheter un condo à 600 000 et que les taux d'intérêt baissent, finalement, maintenant, il peut qualifier pour 675 000. Alors, je vous donne un exemple comme ça, mais 675 000 sans que sa situation personnelle a changé. Donc, ça a poussé beaucoup de gens à acheter et vendre. Et aussi, ça a fait réaliser les gens, reassess, ça a fait réfléchir les gens sur leurs besoins immobiliers. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui, avant le Covid, venaient me voir et me disaient « Thomas, je vais habiter dans un condo à côté de mes amis au centre-ville, à côté des restaurants et à côté du travail à pied. » Et du coup, les condos étaient assez forts. Par contre, avec les Covid, j'avais des clients qui me disaient « Attends, Thomas, je peux travailler de la maison, mais finalement, je veux vendre mon condo et je veux habiter à Hamilton. » Et donc, ce qu'on a vu, c'est que l'intérêt pour les condos a chuté. Donc, ça, c'est l'augmentation des prix de vente. Et ce qui est extrêmement rare à Toronto, les prix des condos ont même baissé au cœur du Covid, alors que dans le même temps, le prix des maisons a augmenté, là par exemple, de 30% avec un pic à 40%. C'est énorme. La moyenne des 10 dernières années, on est sur une augmentation de 12,6%. Donc, quand on a des biens qui augmentent, là par exemple, à la fin de cette année, de quasiment 29%, c'est extrêmement fort et ce n'est pas sustainable. Ce n'est pas possible sur le long terme qu'on ait des prix qui augmentent 29% année après année. Donc, en fait, ce que ça veut dire pour vous en tant qu'acheteur, c'est que si vous achetez une maison dans la région du GTA, ne vous attendez pas à ce que ça augmente de 29% par année. Et ça se peut même que les prix augmentent de manière beaucoup plus raisonnable ou même stagnent pendant quelques temps. Si vous voulez acheter un condo à l'heure actuelle, les prix ont beaucoup baissé.
et n'ont pas forcément retrouvé leur vigueur de pré-Covid. On voit depuis le mois de septembre sur le marché immobilier l'intérêt pour les condos qui augmente. Et par exemple, on peut le voir ici. Donc ça, c'est le nombre de transactions pour les condos. Et on voit que le nombre de transactions pour les condos est en augmentation de 29%, alors que le nombre de transactions, ce n'est pas le prix moyen, le nombre de transactions diminue entre 11 et 18% pour les maisons. Donc ça veut dire qu'il y a moins de personnes qui achètent de maisons aujourd'hui ou qui vendent des maisons par rapport à l'année dernière, mais il y en a plus qui achètent des condos. Donc on voit qu'il y a un engouement qui est en train de revenir. Ce qu'on peut voir aussi ici, non, ça va être celui-ci. Ça, c'est le nombre de mois d'inventaire, comme je vous ai parlé tantôt. Et on voit que les mois d'inventaire pour les condos ont augmenté donc pendant la période où les prix ont baissé. Et que là, on est sur des niveaux d'inventaire qui sont beaucoup plus raisonnables et qui sont beaucoup plus avec un marché normal. Donc, je voulais aussi vous montrer cette courbe ici. Donc, ça, c'est l'augmentation des prix moyens pendant 10 ans. Et comme je vous ai dit, les prix montent et descendent. Là, par exemple, on a eu un marché qui était extrêmement chaud. Il y a eu des nouvelles régulations qui ont calmé le marché immobilier. Et puis, il y a toujours des montants qui montent et qui descendent. Mon point, c'est de vous dire que si vous voulez acheter un bien immobilier puis le revendre pendant 3 ans, c'est un petit peu risqué parce que peut-être que le marché va beaucoup augmenter, que vous allez faire de l'argent, mais ce n'est pas garanti. Généralement, pour qu'au moment de la revente, vous fassiez un profit, quand on enlève tous les frais fixes, comme les frais d'agent immobilier, les frais d'avocat, les frais de land transfer tax, ça prend dans l'Ontario entre 3 et 4 ans pour que vous passiez le point de break-even. Au Canada, les gens changent environ de logement tous les 7 ans. En Ontario, on est un peu plus dans les 5 ans. Souvent, ce qui arrive, c'est que les gens qui veulent acheter aujourd'hui en tant qu'acheteur, évidemment, tout le monde a envie d'avoir une grande maison, d'avoir un penthouse, mais avant de pouvoir acheter des biens comme ça, c'est par étapes. Donc, en fait, le but en tant qu'acheteur, c'est de faire un plan et de se dire, voilà, moi, dans 10 ans, 20 ans, c'est dans quel type de maison ou condo que je veux habiter. Et du coup, comment je fais pour atteindre cet objectif dans 10 ans? Et ce que les gens font, c'est qu'en fait, ils y vont par palier. Donc, au début, ils achètent un premier condo, 500 000, 600 000, un one bedroom. Après ça, hop, ils le vendent, ils achètent peut-être un deux bedroom, peut-être qu'ils travaillent de la maison, peut-être qu'ils ont des enfants. Et après ça, ils le vendent, ils achètent une maison. Donc, c'est vraiment par étapes. Alors, Jérémy qui pose une question. Que pensez-vous de l'investissement multifamily hors GTA, Windsor, Cornwall, London? Alors, je ne veux pas trop parler des investissements dans ce webinaire-là parce que c'est un autre webinaire que je fais qui prend aussi 1 heure. Mais pour les investissements immobiliers, on va regarder un ratio qui s'appelle le cap rate, qui est le taux de rentabilité. Et effectivement, souvent en dehors de Toronto, les cap rates, donc la rentabilité est meilleure. C'est-à-dire que les revenus par rapport au prix de vente sont meilleurs. Je fais pas mal de projets à Hamilton où les rendements sont meilleurs qu'à Toronto. Donc, Jérémy, ça me fera plaisir de parler avec toi par rapport à ça. C'est juste que j'essaye de respecter le timing pour aujourd'hui. Alors, donc on a parlé du marché immobilier. Maintenant, on va parler de comment trouver des appartements. Donc, une fois que vous me contactez, vous me dites « Hey Thomas, regarde, j'ai mon pré-approval, je peux acheter… oh, ma webcam ne fonctionne plus. On va… Thomas, je veux acheter un appartement, j'ai un budget de 600 000. Quelle est la prochaine étape? Donc, moi, je vais vous donner accès à tous les listings de l'Ontario. Donc, par exemple, le système qui s'appelle Collab. Et là, vous pouvez faire des recherches selon vos critères. Par exemple, si vous avez un budget, on a dit maximum de 600 000. Vous pouvez choisir si vous voulez une maison, un condo, le nombre de chambres, si vous voulez un achat ou même si vous voulez une location. Et du coup, là, vous allez pouvoir faire des listes de ceux que vous aimez. On va revenir ici. Et donc, comment ça se passe? Alors, on va commencer à faire les visites. Ça, c'est la partie assez sympa de visiter plein d'appartements. Donc, le but, c'est de faire environ de 1 à 4 visites maximum. Ça ne sert à rien d'essayer de faire 10 visites d'affilée parce qu'il suffit qu'on soit en retard à une visite, qu'il y ait des clés qui ne fonctionnent pas, etc., qui nous mettent en retard. Donc, on fait par bloc d'environ 4 visites maximum. On peut faire 2 blocs. On peut faire un bloc le matin, le soir ou un le vendredi, un le dimanche. Mais souvent, c'est ça. Quand il y a un locataire, nous, on doit donner un préavis au locataire de minimum
minimum 24 heures. Donc, il faut prévoir, si vous voulez qu'on fasse des visites, essayez de me prévenir au moins 24 heures avant. Les visites, ça va durer généralement entre 15 et 30 minutes. Alors, c'est beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup. C'est acheter un appartement ou une maison, c'est peut-être la plus grande décision financière que quelqu'un peut faire et on doit se décider en 15 minutes. Donc, quand il y a beaucoup de visites, c'est le temps qu'on a. Par contre, si vous avez besoin de plus de temps, on peut toujours faire une deuxième visite avant de faire une offre, ou même une troisième si vous voulez. Et une fois que, mettons, on fait une offre qu'elle est acceptée, vous avez droit à d'autres visites. Si jamais, par exemple, vous voulez faire venir un designer, si vous voulez prendre des mesures, si vous voulez montrer à vos amis ou à vos parents, c'est toujours possible de visiter une fois que l'offre est acceptée également. Quand les propriétés sont vides, c'est beaucoup plus facile à voir. Donc, une fois qu'on fait les propriétés, prenez des chaussures qui sont faciles à enlever, parce que des fois, quand la propriété est propre, on enlève les chaussures et vous ne voulez pas avoir plein de lacets. Nous, on a accès à toutes les informations qui sont sur les MLS. Mais si vous avez des questions extrêmement spécifiques, ça se peut qu'on n'ait pas la réponse parce qu'on ne représente pas l'acheteur, on vous représente vous. Donc, on va parler au listing agent et puis on va vous revenir avec une réponse. Ce n'est pas toujours possible de prendre des photos et des vidéos de l'appartement parce que si il y a des locataires et que c'est leurs affaires personnelles, on doit leur demander une autorisation. Alors, je vois que Fatima pose une question. Que pensez-vous de la construction de maisons? Est-ce plus intéressant? Alors, juste pour être sûr, je pense que vous voulez dire, est-ce que ça vaut plus le coup de construire sa propre maison? Alors, oui, il y a des avantages et des inconvénients. Le premier avantage, c'est que vous allez pouvoir faire quelque chose d'extrêmement personnel, de designer comme vous le voulez. Par contre, ça va être beaucoup plus difficile de financer. C'est-à-dire que si vous faites construire une maison, souvent la banque va dire, nous, on va seulement vous financer une fois que la maison est finie et que vous avez une assurance et qu'il y a tout, le toit, le chauffe-eau, etc. Donc, ça demande plus d'argent qui soit mis et aussi, il peut y avoir beaucoup plus d'imprévus. C'est-à-dire que si vous achetez une maison déjà faite, 30 jours après, vous avez les clés, vous pouvez emménager. Si vous faites construire votre maison, vous devez demander des permis, vous devez parler à un architecte, vous devez parler à un ingénieur. C'est des projets qui prennent du temps et qui vont demander plus d'expérience. Là, moi, ce que je suis en train de faire avec mon frère, nous, on fait du développement immobilier à Hamilton. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ça, Fatima, ça me fera plaisir de vous en parler plus en détail. Alors, une question de Manon, et merci pour la question. Question de Manon, y a-t-il un délai de rétractation au Canada? Alors, je vais répondre à cette question un petit peu après. Là, on est encore à la phase où on est en train de visiter les appartements. Et puis, quand on arrivera à la phase où on fait des offres, je vais répondre à cette question. Stéphane qui a une question. Quels sont les délais de rétractation? Donc, même question. Donc, ça, je vais revenir là-dessus très vite. Alors, donc là, parfait. Donc, on visite des maisons. La première chose, c'est garder un esprit ouvert. C'est-à-dire que si, par exemple, vous voulez absolument une maison détachée, ça peut valoir le coup de regarder pour des maisons semi-détachées. Donc, semi-détachées, si vous venez d'arriver à Toronto ou au Canada, en fait, ça veut dire que vous avez un mur mitoyen avec un voisin. Détaché, ça veut dire que vous n'avez pas de voisin avec qui vous partagez des murs en commun. Et si c'est ce qu'on appelle une townhouse, ça veut dire que vous avez des voisins de chaque côté. Évidemment, vous avez les condos, vous avez à droite, à gauche, en haut, en bas. Donc, gardez un esprit ouvert. C'est-à-dire que oui, peut-être vous voulez une maison détachée, mais en fait, peut-être qu'une maison semi-détachée, ça pourrait vous convenir aussi, puis ça a l'avantage d'être moins cher. Ne vous arrêtez pas à votre première impression. Donc, ça, c'est assez important. Des fois, il y a des propriétés qui vont être très bien faites. Moi, quand je vends une propriété pour des clients, je fais venir un photographe professionnel, je fais un virtual tour, je fais des vidéos, je fais du staging qui est extrêmement coûteux et ça rend extrêmement bien. C'est comme des photos de magazine. Par contre, des fois, il y a des vendeurs qui ne vont pas faire ça ou des agents immobiliers. Et du coup, vous allez avoir des photos qui sont moches. On dirait qu'ils ont été pris avec l'iPhone 1 ou des murs avec des couleurs horribles, comme par exemple du rose. Ce que ça va faire, c'est qu'il y aura moins d'acheteurs qui vont être intéressés parce qu'ils s'arrêtent à la première impression. Ils font, ah ouais, non, ça a l'air moche et tout, je ne veux pas la visiter, je vais regarder une autre. Mais pour vous, si vous êtes un acheteur, surtout dans un marché compétitif, il y aura peut-être moins de concurrence. Donc, regardez le potentiel, regardez pas ce qu'il y a en face de vous. Et le troisième point, c'est qu'il faut toujours faire des compromis. Quand vous achetez une maison ou un condo, c'est toujours un compromis entre le prix, le layout, donc comment est-ce que la maison ou l'appartement est agencé, l'espace intérieur, et la localisation. Moi, ça me fera plaisir de vous donner des penthouses pour 300 000 $ si je le pouvais.
Malheureusement, ce n'est pas possible. Donc, il faut toujours faire des compromis. Et encore une fois, comme je vous ai dit tantôt, le but, c'est d'arriver à votre objectif immobilier dans 10 ans, 20 ans. Et ça veut dire que votre premier achat, ce ne sera pas votre maison, votre condo parfait, mais simplement, ça va vous permettre de passer à quelque chose d'un peu mieux et après de passer à quelque chose d'un peu mieux et petit à petit de pouvoir accéder à la propriété. Si vous êtes locataire maintenant, il y a des articles très intéressants qui sont parus sur Toronto Star, Globe and Mail, etc., qui montrent à quel point en fait c'est plus intéressant d'être acheteur que locataire parce que mettons que vous payez 2 000 $, c'est perdu à la fin de l'année. Vous ne retrouvez jamais cet argent que vous payez en loyer. Mettons que vous avez un mortgage de 2 000 $, peut-être surtout au début que vous allez payer 500 $ d'intérêt par mois, mais vous avez 1 500 $ en fait qui retournent dans votre poche, c'est-à-dire vous remboursez l'équité que vous mettez dans la maison et en plus de ça, la propriété s'apprécie. Maintenant, on a visité plusieurs appartements, on a trouvé la maison qui vous convient, on fait une offre. Comment ça se passe? Donc, le but, c'est d'avoir le meilleur deal pour vous. Moi, en tant qu'agent immobilier qui représente les acheteurs, mon but, c'est de me battre comme un pitbull pour vous obtenir le meilleur deal. Un singe peut ouvrir une porte et allumer la lumière pour faire des visites, mais vraiment, ce qui va être important, c'est de négocier pour vous avoir le meilleur deal possible. Pour faire ça, c'est de savoir quelle est la valeur de votre bien immobilier. Donc, ce que je vais faire, c'est que si vous me dites, Thomas, je vais faire une offre sur ce bien-là, je vais faire une analyse de la valeur de cette propriété. Donc, je vais regarder qu'est-ce qui s'est vendu aux alentours, avec par exemple, si c'est un condo 2 bedrooms, je vais regarder les 2 bedrooms qui sont vendus dans le même condo. Et je vais regarder aussi quels sont les 2 bedrooms qui sont disponibles actuellement. Et je vais regarder aussi qu'est-ce qui se passe dans le marché immobilier actuel. Donc, je vais regarder par exemple ces stats-là, le condo, et je vais regarder spécifiquement pour votre quartier. Et je vais aussi prendre en compte l'inflation par rapport à c'est quand la dernière vente, combien de temps il s'est écoulé. Et puis, la différence, si par exemple, l'autre avait une cuisine complètement rénovée, puis que ça coûte environ 30 000, il faut vous dire, voilà, en fonction de ça, je pense que la valeur, elle est entre, par exemple, 600 000 et 650. À la fin de la journée, c'est vous qui prenez les décisions. Moi, mon but, c'est vraiment de vous donner la meilleure information possible et de vous donner les meilleures attentes possibles. Donc, souvent, je vais dire à mes clients, voilà, je pense que la valeur, elle est entre 600 000 et 650. Si vous faites une offre à 650, je pense qu'on a 80% de chances que l'offre soit acceptée. Mais vous pouvez très bien me dire, non, moi, Thomas, j'hésite entre lui et lui, donc lui, je vais y aller agressif, je vais mettre une offre à 600 000. Il n'y a pas de problème, je vous dirai, voilà, je pense qu'à 600 000, on a peut-être 40% de chances que ça passe. Donc, moi, je vais vous dire quelle est, je pense, la valeur de la propriété. Après, on va préparer l'offre. Donc, quand on fait l'offre, il y a plusieurs items, il y a plusieurs points qui sont importants de regarder. Alors, je vais être directement dessus. Donc, premièrement, évidemment, c'est le prix. À la fin de la journée, les vendeurs veulent le maximum, le prix le plus élevé possible, ce qui est normal. Mais il y a d'autres manières de négocier pour vous avoir un bon deal sans nécessairement mettre plus d'argent. Donc, une des manières, par exemple, c'est le closing date. Souvent, ce qui va être standard, c'est 60 jours. Mais si vous me dites, et moi, Thomas, je peux emménager après 30 jours, ça veut dire que si on peut closer plus tôt, le vendeur, il ne va pas avoir un mois vide où il va devoir payer une hypothèque, etc. Et il aura l'argent plus vite. Donc, ça, c'est une manière de rendre votre offre plus attrayante. Le deposit aussi. Donc, le plus gros, vous mettez un deposit quand vous faites une offre. Le mieux c'est, généralement, c'est 5%. Mais si vous mettez 10%, ça rend la chose plus forte. Ce qui va faire la différence aussi, et ça va répondre à la question de Manon et de Steven, ça va être les conditions. Donc, il n'y a pas à l'heure actuelle de délai de rétractation pour la revente de biens immobiliers. Si vous achetez un bien de préconstruction, c'est-à-dire un surplan neuf, vous avez 10 jours sur lesquels vous pouvez… Alors, ces 10 jours, normalement, c'est fait pour faire ce qu'on appelle le due diligence, donc vérifier que vos finances sont prêtes, faire revoir les contrats par l'avocat, mais vous pouvez l'utiliser pour back-out. Pas pour le resell, pas pour les constructions qui ne sont pas neuves. Donc, le seul moyen pour vous pour back-out, c'est si vous faites une offre avec des conditions. Donc, les 2 conditions qui sont les plus répandues, ça va être condition financement. Donc, c'est de dire, voilà, moi, je vous fais une offre et une fois que la banque me dit que c'est bon, là, l'offre va devenir ferme. La deuxième, ça va être une condition d'inspection ou de statut certificat si vous achetez un condo. Alors, inspection,
Alors, inspection. Donc, si vous achetez une maison, c'est très standard de mettre une condition d'inspection, c'est-à-dire on fait venir un inspecteur certifié qui, lui, va regarder la maison en détail, c'est-à-dire il va regarder la plomberie, le toit, l'âge de la fournaise, l'air climatisé, il va regarder s'il y a des fuites d'eau, il va regarder la structure du basement, il va regarder tout ce qui a un rapport avec la construction de la maison pour vérifier qu'elle est dans un bon état et qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. Vous ne voulez pas acheter une maison et puis voir en fait qu'au bout de 2 jours, il y a une fuite d'eau. Donc en fait, l'inspecteur va vous faire un rapport et puis vous pouvez dire une fois que vous l'avez reçu, OK, bon, il n'y a pas de gros problème, parfait, on enlève cette condition ou bah non, là il y a des problèmes qu'on n'avait pas vus et là on peut parler avec le vendeur et dire bah voilà, soit vous réglez le problème ou soit vous nous donnez un rabais pour que nous on puisse régler le problème. Donc, les manières un peu de sortir de la transaction, c'est si vous mettez des conditions financement ou inspection et que vous dites « Ah ben non, finalement, je ne veux pas lever ces conditions ». Et donc là, la transaction est annulée et vous allez récupérer le dépôt que vous allez faire. Le dépôt que vous faites, c'est sur un compte en trust, donc le vendeur ne peut pas y toucher tant que la transaction ne clôture pas. Et donc c'est ça par rapport au délai de transaction. J'espère que ça répond à vos questions, Manon et Steven. Alors, Jean-Renaud, une autre question. Les condos fees élevés des immeubles vieux, c'est une surprise par rapport à d'autres plus récents avec des conflits disciplinaires? Oui, absolument. Donc là, on a parlé un peu des inspections pour les maisons. Maintenant, je vais vous parler des statuts certifiés. Si vous achetez un condo, vous n'avez pas besoin de faire d'inspection parce qu'il y a des statuts certifiés qui sont disponibles. En fait, le statut certifié, c'est un rapport qui est fait par le board du condominium et qui, en fait, va vous donner une multitude d'informations. Par exemple, les états financiers du building. C'est-à-dire, tous les comptes d'office, ça va être l'argent qui rentre, puis après, il y a les dépenses, comme le concierge, comme la maintenance, comme les frais d'électricité, comme les frais pour déneiger devant le condo, etc. Ça va aussi vous donner de l'information sur les opérations du condo. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, il y a des lawsuits? Est-ce qu'il y a des, comment on appelle ça? Des personnes qui ont porté plainte contre le condominium ou le condo a porté plainte contre des tierces parties? Et ça, c'est important parce que si, par exemple, il y a quelqu'un qui poursuit le condo pour 10 millions et que ça a l'air que le condo va perdre, ça veut dire que tous les propriétaires vont devoir payer ces 10 millions. Donc, vous voulez être sûr qu'il n'y ait pas de lawsuit. Ça va aussi vous dire les états financiers, c'est-à-dire tous les mois dans vos codofi, mettons que c'est $600, il y a une partie qui va dans un reserve fund et qui sert en fait pour les grosses dépenses de remplacement du condo, c'est-à-dire tous les 20 ans, il faut remplacer, 20 ans, 40 ans, il faut remplacer les fenêtres, il faut remplacer le fournaise, l'air climatisé. Et dans un condo, remplacer toutes les fenêtres, des fois, ça peut être un budget de 5 millions. Et donc, en fait, le reserve fund, c'est ce qui va servir à ces dépenses-là. Et vous voulez être sûr que quand vous achetez, il y a assez d'argent dans le reserve fund pour les dépenses de maintenance qui vont arriver. Et comme le disait Jean-Renaud, les buildings qui sont récents, ils viennent d'être construits. Il n'y a pas beaucoup de remplacements. Souvent, les condos FI vont être assez faibles. Mais les buildings qui sont plus vieux, là, tout de suite, s'il faut sortir 2 millions, il faut que les propriétaires mettent de l'argent de côté. S'il n'y a pas assez d'argent, en fait, ils vont augmenter les cotisations. Donc, ça veut dire que, par exemple, il va avoir un one bedroom dans un nouveau condo qui va être à $500 de frais de maintenance. Et dans un vieux condo, ça va peut-être être $700 parce qu'ils doivent mettre de l'argent pour faire les réparations. Alors, Eva pose une autre question. Faut-il prévoir une offre plus élevée d'avance pour les surenchères? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de limite dans les offres faites. Alors, oui et non. C'est-à-dire que ça dépend, c'est quoi la stratégie du vendeur. Comme je vous ai dit, moi, je vais vous dire quelle est la valeur du marché de la propriété que vous voulez acheter. Alors, je vais vous montrer un petit exemple rapidement. Il nous reste 15 minutes. Si on regarde, qu'est-ce qui s'est vendu récemment? Okay. Et là, vous pouvez voir qu'il y a des condos, des unités qui vont se vendre très rapidement. Par exemple, lui qui s'est vendu en 5 jours. Et donc, il était par exemple listé à 470 000 et il a été vendu à 590. Le vendeur volontairement a pris un prix beaucoup plus bas pour attirer un maximum de gens. Il y a des enchères. Et donc là, oui, si vous me dites, Thomas, je veux faire une offre, je vais vous dire, OK, je pense que la valeur, elle est par exemple entre 580 et 600 000. Elle n'est pas du tout à 470. Ça, c'est un prix d'appel, en fait. Comme c'est des enchères,
les gens vont mettre plus. Par contre, le propriétaire peut décider, non, non, moi, je ne veux pas mettre un prix plus bas, je veux mettre un prix qui est proche de market value. Donc, par exemple, lui, il a listé son condo à 550 000 et finalement, eh ben, il l'a vendu à 520, donc plus faiblement que le prix du marché, que le prix de mise en vente. À la fin de la journée, ce n'est pas les vendeurs qui décident du prix, ce n'est pas les acheteurs, c'est le marché. Donc, si vous mettrez un prix moins cher, il va y avoir quelqu'un qui va mettre un prix plus cher. Si le prix de vente est trop élevé, il va se vendre à un prix moins faible. Donc, c'est pour ça que je suis là, c'est pour vous dire voici la valeur et voici le prix sur lequel on devrait attaquer. J'espère que ça répond à ta question, Eva. Jean-Renaud qui pose une question. Tu veux faire une recherche pour le vin Blue Jays pour les récentes ventes? Oui, si tu veux, je pourrais regarder ça avec toi. On pourra regarder ça séparément. Là, j'essaye de respecter un petit peu le timing pour aujourd'hui. Mais ça me fera plaisir de t'envoyer ça après si tu veux. Parfait. Donc, là, je vous ai dit, voilà, c'est quoi la valeur. Donc là, on décide de mettre ou pas des conditions. Ne pas mettre des conditions, ça va rendre votre offre vraiment meilleure. Moi, j'ai déjà vu des offres avec une condition de financement qui n'ont pas été acceptées et finalement, le condo a été vendu pour 20 000 $ de moins parce qu'il n'y avait pas de condition de financement. En fait, les vendeurs ont peur que s'il y a des conditions, l'acheteur va dire « Ah, finalement, je me retire » et du coup, ils doivent remettre leur unité en vente, ils doivent recontacter les personnes qui avaient fait d'autres offres. Puis ça se trouve, ces personnes-là ne sont plus intéressées. C'est pour ça que dans un marché de vendeurs, et là, encore une fois, on est dans un marché de vendeurs extrêmement fort, à 0,8 mois d'inventaire, si vous êtes capable d'enlever les conditions de statut et de financement, ça va rendre votre offre vraiment meilleure. Par contre, pour l'inspection et les statuts, achetez pas quelque chose sans avoir vérifié qu'il n'y avait pas de problème. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait l'inspection avant de faire l'offre, ou des fois, le vendeur va avoir une inspection de prêt qu'on peut regarder. Ou les statuts certificats, souvent, ils vont les envoyer avant de faire l'offre. Donc, vous pouvez avoir votre avocat qui va les regarder avant que vous ayez à faire l'offre, qui vous dit « Ok, c'est bon, il n'y a pas de problème majeur, vous pouvez faire une offre. » Et donc, du coup, vous pouvez l'enlever, mais sans vous mettre dans une position risquée. Donc, négocier. Donc, c'est vraiment là où avoir un bon agent immobilier, ça fait la différence. Il y a des agents immobiliers, ils veulent juste aller vite, ils veulent juste passer au client le plus rapidement possible et du coup, ils vont, entre guillemets, accepter tout ce que les vendeurs veulent. Moi, mon but, c'est vraiment de me battre comme un pitbull pour vous avoir le meilleur deal possible. Et moi, à la fin de la journée, je m'en fiche que vous achetez le condo numéro 1 ou le condo numéro 4 parce que je vais être payé pareil. Mon but, c'est que vous soyez tellement content d'avoir travaillé avec moi et du deal que je vous ai obtenu que vous me référez à vos amis et puis à votre famille, si vous êtes de la famille ici. Donc, négocier, des fois, si c'est une offer date, c'est assez rapide. Souvent, c'est dans un délai de 3-4 heures. Donc, par exemple, ils présentent à 6 heures, à 11 heures, minuit, c'est vendu et c'est négocié. Des fois, si par exemple, c'est un prix qui est plus élevé et puis qu'on est la seule offre, ça peut durer sur plusieurs jours et même plus longtemps dans certains cas spéciaux. Donc là, il y a plusieurs scénarios. Donc, soit on fait une offre qui est acceptée tout de suite. Donc, soit elle est firm, donc là, parfait. Tout ce qu'il faut faire, c'est parler à votre avocat, à votre mortgage broker pour qu'eux puissent faire le suivi. Soit c'est conditionnel. Donc, comme on a dit, on peut faire conditionnel, par exemple, au financement. Là, vous allez avoir, généralement, ça va être entre 3 et 5 jours pour les conditions, pour obtenir un financement. Une fois que vous l'avez obtenu, vous me dites « Hey Thomas, c'est bon, on a le financement, on peut enlever la condition. » Donc, nous, on va enlever les conditions et là, le deal va devenir firm. Maintenant, on peut faire une offre. Ça peut être rejeté. Si, par exemple, c'est une multiple offer, des fois, il peut y avoir 10 autres offres. Souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire les 3 meilleurs, on vous donne une chance d'améliorer. Et puis, les 7 autres, on vous dit merci, mais non merci. Et donc là, ils rejettent l'offre et ils le vendent à quelqu'un d'autre. Bon, faut visiter une autre propriété, puis on recommence. Ou si on est la seule offre, par exemple, ça peut être une contre-offre. Donc, par exemple, on dit, nous, on vous offre 600 000. Ils disent, ah non, nous, on l'avait listé à 620, mais on peut le faire à 610. Et puis, à la fin, on peut dire, ah, OK, on va accepter à 605. Donc, il peut y avoir un petit peu des allers-retours s'il n'y a pas de multiple offres. Souvent, quand on est la seule offre, on a plus de pouvoir de négocier parce qu'on n'a pas de concurrence. On est la seule offre. Mais s'il y a 9 autres offres, souvent, il faut aller de manière beaucoup plus agressive. Donc, c'est pas mal ça que ça fonctionne pour les offres. Donc, tout ça, on en a parlé, les statuts CFK. Parfait. Donc, maintenant, votre offre a été acceptée. Félicitations, vous allez pouvoir vous projeter. Moi, je dis toujours,
tant que le contrat n'est pas signé, ça ne sert à rien de s'enflammer. Beaucoup de choses peuvent arriver. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'une à 2 semaines avant la possession, vous allez être en contact avec votre avocate. Si vous n'avez pas d'avocat, je peux vous en référer. J'en ai une qui est francophone, qui est vraiment super. Donc là, votre avocat va vous dire, ben voilà, vous devez payer le reste de la mise de fonds. Donc, par exemple, mettons que vous avez mis 5% au moment de faire l'offre et qu'à la banque, vous avez dit on va mettre 20%, donc vous allez devoir payer les 15% différents. Ils vont aussi calculer donc, les dépenses supplémentaires. Donc, mettons que le vendeur il avait payé les taxes pour l'année au complet, mais que vous obtenez sa propriété après 6 mois, ben, il va falloir rembourser le vendeur de 6 mois de taxes qu'il aura prépayées. Donc ça, c'est l'avocat qui va faire tous les calculs et qui va vous dire à la fin, ben, voici le montant final qui vous reste à payer. Ils vont aussi prendre en compte les land transfer tax, c'est eux qui vont les remettre au gouvernement en votre nom. Donc ça va être une à 2 semaines. C'est aussi le moment où vous allez devoir prendre une assurance pour la maison, faire le transfert d'utility, etc. Prise de possession. Donc souvent, mettons le closing, là par exemple j'ai un closing le 25, souvent les avocats vont travailler le matin ou au début d'après-midi pour faire le transfert de titres, faire le transfert d'argent, etc. Donc souvent ça va être en début, fin d'après-midi que vous allez pouvoir avoir les clés. Une fois que vous allez avoir les clés, moi je vous conseille de faire un tour de l'appartement ou de la maison, vérifier que les électroménagers fonctionnent. Par contre, ne vous attendez pas à ce que l'appartement ou la maison soit complètement propre et magnifique. La propreté, c'est subjectif et on ne peut pas le mettre dans un contrat et dire ben voilà, il faut que ce soit propre à tel niveau. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de débris, mais attendez-vous à ce que vous fassiez un peu de ménage. Nous, ce que j'offre à mes clients, c'est aussi un service de conciergerie gratuit pour vous, donc en ligne, qui va vous simplifier un peu votre déménagement. Donc, en fait, ça va vous aider à faire votre changement d'adresse, à la fois provincial, à la fois fédéral, aussi vos changements pour les banques, pour les assurances, pour les permis de conduire, pour les pièces d'identité, pour les impôts. Donc, ça va centraliser un petit peu toute votre démarche. Ça va faire une checklist virtuelle. Et je vais aussi vous donner accès à des contracteurs préférés. Donc, par exemple, si vous êtes dans un peintre, si vous êtes dans un électricien, si vous êtes dans un déménageur, j'ai des contacts que je peux vous donner également. Alors, 52, parfait. Donc là, je voulais montrer un petit peu mes reviews. Donc, vous pouvez checker sur Facebook et Google, donc 5 stars. Et j'essaie de poster des contenus immobiliers éducatifs, donc à la fois en immobilier sur Instagram et puis sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur ces plateformes-là. Souvent, je suis aussi interviewé soit pour la presse écrite ou soit pour le journal télévisé de Radio-Canada. Donc, des fois, vous pouvez me voir dans les journaux. Donc, souvent, je suis interviewé pour les différents médias. Là, je voulais vous parler un petit peu aussi de la représentation. Donc, comme je vous ai dit, c'est une base de données commune pour tous les agents immobiliers. Ce qui est bien pour les acheteurs, c'est qu'il n'y a pas de frais supplémentaires pour les frais d'agent immobilier. C'est-à-dire que le propriétaire, quand il va vendre sa maison, il va payer son agent immobilier. Généralement, c'est dans les 5%. Et la moitié de ça va pour l'agent immobilier de l'acheteur. Ça veut dire que moi, mes frais vont être payés par le vendeur et par son agent immobilier. En tant qu'agent immobilier, j'ai 2 manières de vous représenter, donc soit en tant que client ou soit en tant que customer. Client, ça vous offre plus de protection. J'ai une obligation légale d'avoir vos meilleurs intérêts à cœur. Je vous ai mis aussi attaché à cette présentation un contrat. Donc en rouge, c'est expliqué en anglais un petit peu simplifié. Et en noir, ça, c'est le langage un peu d'avocat qui explique un petit peu comment fonctionne le contrat de représentation. Et puis, je voulais terminer par ça. Donc ça, c'est un petit peu les dépenses que vous allez avoir à la fin de la transaction. Donc, prévoyez de mettre de l'argent de côté pour tout ça. Donc, le déposit, qui est généralement de 5%, ça va être l'argent que vous mettez, que vous donnez à l'agence immobilière du vendeur quand vous faites une transaction, qui est différent de la mise de fonds avec la banque pour votre mortgage. Ensuite, il y a l'inspection. Donc, si c'est une maison, généralement, ça va être entre 500 et 600 $. Et si jamais c'est un statut review, alors généralement, les avocats vont l'inclure dans leurs frais. Si vous passez par un avocat qui ne va pas être votre avocat pour le closing, ça peut varier entre 250 et 350. Les frais immobiliers, généralement, c'est entre 1 500 et 2 000 $ pour une maison ou un condo.
Si c'est de la préconstruction, ça peut être, et c'est souvent plus élevé que ça. Land Transfer Tax, alors je vais vous montrer un petit calculateur. Ça va dépendre en fait de votre prix d'achat. Ça va dépendre aussi de où ce que vous achetez. Et ça va dépendre aussi de si c'est la première fois que vous achetez. Donc, par exemple, à Toronto, le Land Transfer Tax, c'est de 17 000 $ environ. Et c'est à vous de sortir l'argent. Vous ne pouvez pas emprunter pour ça. Si, par exemple, vous regardez pour Hamilton, ça va être moins élevé. Si vous êtes à Toronto, mais que c'est la première fois que vous êtes des acheteurs, vous pouvez bénéficier du First Time Buyer Incentive. Et donc, en fait, ça va réduire, vous allez avoir un rabais de 8 475, et donc ça va réduire vos Land Transfer Tax. Donc, c'est pas mal ça. Et puis, miscellaneous, donc l'assurance, dépendamment de ce que vous achetez, ça peut varier de 30 à 100 $ par mois. Et puis, legal fee, on en a parlé, et puis c'est pas mal ça. Donc, c'est pas mal ça pour la présentation aujourd'hui. 18h55, on est plutôt bon sur le timing. Alors, je vais regarder les questions, ça nous laisse du temps. Stephen a une autre question. Alors, combien de temps ont les vendeurs pour accepter une offre? Très bonne question. Alors, ça va être selon l'irrévocable. Donc, en fait, quand on fait une offre, on met un irrévocable et c'est la période pendant laquelle l'offre est valide. Donc, généralement, si on est dans une situation de multiple offer, on va mettre une offre qui est assez rapide. Souvent, ça va être 4 heures. Donc, mettons, ça va être on l'envoie à 6 heures le soir jusqu'à la fin de la journée, la même journée. Donc, c'est assez rapide. Des fois, les vendeurs vont demander 24 heures. Ça peut arriver si le vendeur est, par exemple, en voyage, etc. Donc, ça peut être une offre qui peut aller jusqu'à 24 heures. Le plus long que j'ai vu, c'est 48 heures, mais c'est rarement plus long que ça. Donc, en fait, ça veut dire que si vous voyez plusieurs propriétés, si par exemple il y en a une qui a une offer date le lundi soir et l'autre le mardi soir, on peut faire les unes après les autres, quoi. Une très bonne question de Steven. Quand est votre prochain webinaire sur l'investissement? Probablement l'année prochaine. Alors, par contre, sur YouTube, Thomas Delespierre, YouTube, j'ai fait une présentation sur les investissements immobiliers qui va être Investing. Donc, j'ai fait une présentation, celle-là est en anglais, donc là qui parle un petit peu des différentes catégories d'investissement que vous pouvez faire. On a développé en fait un modèle Excel sur 30 ans pour justement pouvoir planifier un peu les cash flows, la rentabilité des projets, pouvoir comparer des projets entre eux. On fait aussi, alors moi j'ai aussi ma boîte de gestion immobilière, donc je travaille beaucoup avec des investisseurs. Donc en fait, ce qu'on fait pour les investisseurs, c'est qu'on s'occupe de la planification. Donc par exemple, planification financière, donc de dire voici le budget que vous pouvez, voici les projets que vous pouvez acquérir. Ça peut être à la fois multifamily, ça peut être des préconstructions, ça peut être des condos, ça peut être des maisons, ça peut être des student rental. Donc voir un petit peu quel est le type d'investissement qui vous correspondrait le mieux. Récemment, on a commencé avec mon frère à faire du redéveloppement. Donc, par exemple, on achète des propriétés, on les rénove. Donc ça, c'est aussi un service qu'on commence à offrir. Achat, de planification d'investissement, négociation de l'achat, trouver les locataires, faire de la gestion immobilière. Donc, par exemple, on a des clients qui sont en France ou qui voyagent beaucoup. Donc, on gère la propriété, la maintenance, les locataires pour eux. Et puis, bien sûr, évidemment, si vous voulez vendre un jour, on peut vous aider avec ça. Et donc, le prochain webinaire, alors je vais essayer d'en faire un en français sur l'investissement. Donc, probablement 2022, mais je n'ai pas encore de date à l'heure actuelle. Donc, il faut regarder celui qui est en anglais, celui-ci. Parfait. C'est pas mal ça. Je pense qu'on a pas mal fait le tour pour les questions. Alors, Jérémy a levé la main. OK, vous avez posé la question, donc je pense que laissez-moi savoir si j'ai bien répondu. Et puis, c'est pas mal ça. Donc, je vais vous envoyer cette présentation que vous pourrez avoir accès. Si jamais vous êtes prêt maintenant, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi directement en ligne, donc sur mon calendrier. Donc, on peut céduler un rendez-vous pour voir un petit peu quels sont vos besoins, où est-ce que vous en êtes et quelle est la meilleure stratégie pour que vous obteniez les biens immobiliers que vous voulez. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Et puis, je voudrais terminer sur une note par rapport au taux d'intérêt.
Là, il y a la Banque fédérale du Canada qui a annoncé qu'ils allaient augmenter les taux d'intérêt en 2022 aussitôt que spring, que le printemps. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si vous pouvez vous faire préapprouver maintenant, vous pouvez bloquer vos taux d'intérêt. Alors, des fois, c'est 60 jours jusqu'à 120 jours, dépendamment des banques. Mais même si vous n'êtes pas complètement prêt, ça vaut le coup des fois de parler à un mortgage broker, bloquer vos taux d'intérêt. Comme ça, si les taux d'intérêt augmentent, ben vous avez un taux d'intérêt qui est plus faible que ceux qui se font approuver après. Et comme ça vous donne un petit peu plus de temps pour affiner votre projet immobilier. Donc, c'est pas mal ça. Généralement, en hiver, là, si on regarde le taux d'activité là, pour les mois de décembre, décembre, janvier, février, ça va être des mois qui vont être un petit peu plus faibles en termes de transactions. Et le marché reprend à partir du spring. Donc, c'est pas mal ça. J'espère que vous avez trouvé ça utile et intéressant. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire. Encore une fois, si vous avez des questions spécifiques, si vous voulez qu'on parle de votre projet immobilier et comment est-ce que je peux vous aider, n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire et puis je vous souhaite une excellente fin de soirée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.